Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et merci pour votre constante fidélité à cette émission Tour d'Horizon. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous parlons toujours des technologies de l'information et de la communication. Mais cette fois-ci, nous parlons des TIC et de l'éducation au Burkina Faso. Et toujours avec deux des trois invités de l'émission précédente. J'ai ici Cheikh Kassoum Ouelimi, qui est ingénieur en énergie renouvelable. Cheikh Ouelimi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'ai Dr Yahya Sawadrou, qui est aussi enseignant. Docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec le thème. Et maintenant, je peux dire que le thème, on a juste un peu modifié. Et cette fois-ci, nous parlons d'éthique et de l'éducation. Mais bien avant de rentrer dans les vifs du sujet, on va vous demander de vous adresser à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous écoutent. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi wa shukru lillahi ala tawfiqihi wa imtinani. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'entrée de jeu, je tenais d'abord à remercier la direction de la radio et de la télévision Al-Huda, notamment le présentateur qui est ici, Abdou Ghani. Également, je tenais à remercier tous les téléspectateurs qui sont à chaque fois figés devant des téléphones, les télévisions, les radios, pour écouter ce qui se passe ici au niveau de la télévision et de la radio Al-Huda. Donc, je les félicite beaucoup, je les encourage toujours à tenir le cap. En tout cas, c'est l'auditoire qui fait la télévision, c'est l'auditoire qui fait la radio. Nous osons croire que l'auditoire en tout cas va grimper et la confiance aussi va toujours se stabiliser, Inch'Allah. Inch'Allah nous aide. Merci. Merci, docteur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand merci au groupe média Al-Huda qui nous invite régulièrement à passer donc à animer des émissions. Ça dénote d'une certaine confiance. Merci encore, surtout au présentateur Cheikh Abdou Ghani Sanfo. Et merci également à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs, qu'Allah nous soutienne tous. Merci. Merci, on reste avec vous, docteur. Alors, est-ce qu'on peut dire que les TIC sont aujourd'hui incontournables dans l'éducation des enfants? Ok, je pense que c'est une suite de l'émission précédente parce qu'on a abordé un peu la question d'éthique en passant donc par les définitions, son apport sur le plan économique et bien d'autres. Donc aujourd'hui on continue spécialement avec l'éducation et l'éthique. Oui, l'éthique, peuvent dire oui ou non, hein, en amont, les TIC sont incontournables pour l'éducation, mais en aval, on peut dire non. En aval, c'est surtout le niveau de l'élève. C'est au niveau élève. Est-ce que l'élève, précisément au Burkina Faso, a besoin des TIC pour étudier? Non, pas forcément, parce que c'est une question de politique éducative. Et les politiques éducatives au Burkina Faso n'ont pas intégré les TIC comme un moyen incontournable pour l'éducation pour les enfants. Les cours restent toujours magistraux, si bien que l'élève qui ne connaît même pas ce que c'est que les TIC, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de tablette, peut réussir dans ses études, finir un cycle sans même connaître ce que c'est que les TIC. Donc, c'est bien possible, ce n'est pas incontournable. Mais c'est incontournable en amont au niveau des politiques éducatives parce que le monde est devenu un village planétaire et même les sciences doivent s'uniformiser. Et les diplômes, voilà pourquoi il y a des questions d'équivalence. Si bien que si vous uniformisez pas, vous pouvez donc avoir un diplôme qui n'est pas compétitif. Et si vous changez seulement des jeunes, il faut recommencer à zéro. Et vous voyez que le monde est devenu aujourd'hui un monde numérique. Et les TIC sont incontournables partout. Et pour qu'au Burkina Faso aussi, notre éducation soit compétitive, il faut introduire forcément les TIC pour être un peu en phase avec les réalités du moment. Donc de ce point de vue, on peut dire que les TIC sont incontournables dans un futur très proche, mais pour l'instant, au niveau de l'élève, ce n'est pas une obligation. Donc l'élève qui ne connaît pas les TIC peut réussir à l'école sans souci. Merci. Cheikh Ouelimi.
D'accord, merci beaucoup. Je pense que je ne pourrais pas dire grand-chose hormis ce que le docteur a dit. Mais bon, je vais ici de voir au niveau des... Quand on dit incontournable, c'est comme si éthique même fait une partie, une condition même de l'éducation. Alors qu'actuellement, quand on regarde l'état actuel de notre avancement au Burkina ici, elle n'est pas forcément un élément fondamental. Donc on peut dire qu'elle peut être bénéfique pour les élèves bien sûr, et même pour l'enseignant, pour le système éducatif, mais elle n'est pas forcément incontournable à un certain niveau. Voilà, à un certain niveau où je pense qu'elle peut être incontournable quand on prend un peu le niveau supérieur. Voilà, pour les grandes ou les grosses études, forcément il faut en tout cas intégrer l'éthique dans les recherches et autres pour pouvoir avancer. Donc à ce niveau, on peut peut-être, puisque actuellement, si par exemple vous voulez faire peut-être un mémoire, vous dites que vous allez tout manuscrire, ça va être un peu compliqué. Il faut forcément passer par l'éthique. Donc à un certain niveau, on peut voir que là-bas, on pourrait dire qu'elle est incontournable, mais je touche toujours au conditionnel. Mais pour les petits niveaux, bon, elle peut être son apport en tout cas un peu grand pour l'éveil en tout cas de l'élève. Par exemple, si on prend les jeux éducatifs, il y a des jeux qui sont simples, qui sont éducatifs, qui permettent en tout cas à l'élève ou à l'apprenant de pouvoir apprendre dans un temps record un certain nombre de facultés. À ce niveau, en tout cas, on peut voir que l'apport est très grand. Mais dire que c'est l'incontournable, je pense que c'est un peu mitigé jusqu'à présent. Elles sont utiles, c'est ça. Pas incontournables. C'est ça, elles sont utiles. Mais là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur la facilité qu'elle donne à l'apprentissage pour les enfants? D'accord, merci beaucoup. Je prends par exemple le cas, les élèves, vous savez que quand on est enseignant, qu'on est en face des élèves, on a plusieurs catégories d'élèves au niveau de la salle, quoi. Il y a des élèves qui sont doués d'un coefficient intellectuel très très élevé. Par exemple, pour ces élèves, ils peuvent même être en avance même avec le programme, si toutefois ils ont l'éthique à leur faveur, à leur portée. Que ce soit pour certains cours, certaines thématiques, il y a des élèves qui ont cette capacité d'auto-éducation, qui peuvent faire des recherches personnelles et en tout cas avoir des plus-values par rapport à ceux qui n'ont pas accès à ces équipements-là, quoi. Maintenant, pour les tout petits, vous voyez, des fois, quand on met les élèves à l'école, par exemple, les jeux qui sont faits au niveau des maternelles, je ne maîtrise pas très bien les cycles maternels, bien sûr, mais je sais que il y a des jeux qui sont faits là-bas, de telle sorte à faciliter l'apprentissage à l'apprenant, à l'élève. Vous voyez, quand les élèves sont avec peut-être certaines tablettes ou certains matériaux, ils aiment ça, et en jouant, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'apprendre, mais au le long du processus, vous allez trouver que l'élève, elle a appris beaucoup de choses par rapport à celui qui n'a pas appris. Si on fait peut-être un petit parallèle, avec les élèves qui ont été à la maison, qui n'ont pas fait la maternelle, et qui partent directement en classe de CP1. Par rapport à un élève qui aurait fait la classe de la moyenne section, la grande section qui part en classe de CP1, vous allez voir qu'en termes de connaissances, et en tout cas, ceux qui ont fait les cycles maternels là, ont plus en tout cas d'avantages par rapport à celui qui est venu directement rentrer là, quoi. Donc, j'ai pensé que dans ce sens-là, même les tout petits, s'ils ont par devers eux, en tout cas, un certain nombre d'équipements, un certain nombre de jeux, ça les permet en tout cas d'éveiller en tout cas leur QI. Et puis bon, ça leur donne encore plus d'avantages par rapport aux autres. Voilà. Maintenant, en tout cas, c'est comme par exemple ceux qui sont un peu, par exemple, le niveau secondaire. Bon, les niveaux secondaires, même par exemple les niveaux primaires. Actuellement, il y a des applications, il y a des exercices. Voilà, il suffit seulement de lire et puis vous appuyez, ça vous donne les résultats. Donc ça facilite un peu l'apprentissage aussi pour les élèves. Voilà. Pour le niveau supérieur, en tout cas, des fois on voit qu'il y a des élèves, il y a des professeurs qui donnent des thématiques de recherche où forcément il faut avoir l'éthique pour pouvoir faire les recherches. Personnellement, pour ma petite histoire, la première fois que moi j'ai touché un ordinateur, c'est quand je faisais la classe de seconde. Et là, c'était lié au fait qu'on nous avait donné un exercice. Un exercice, ça veut dire on devait résumer le roman, je pense le nom du roman c'est le rouge et le noir, hein, de Chinois, si j'ai bonne mémoire, quoi, voilà. C'est avec ça je suis allé faire des recherches et c'est la première fois que je touche à un ordinateur. Donc ça veut dire que c'est l'exercice de cet enseignant qui m'a envoyé dans l'éthique là. Mais à l'état actuel, même en classe de 6e, des fois même 5e, même il y a des exercices qui peuvent donner où l'élève, en tout cas, en jouant un peu avec les ordinateurs, ça lui permet en tout cas d'avoir plus de connaissances par rapport aux autres. D'accord. Alors, docteur Yaya, en quoi est-ce que les TIC facilitent l'apprentissage pour les enfants? Oui, les TIC ont beaucoup facilité l'apprentissage. Voilà, maintenant, il y a une certaine réalité. D'abord, les préalables. Pour que même les TIC soient à votre portée, il y a un certain nombre de préalables. Parce que
Les TIC travaillent avec des ressources énergétiques. Est-ce qu'on a l'électricité nécessaire? Les TIC travaillent avec l'Internet. Est-ce qu'on a une bonne connexion? Les TIC travaillent avec des équipements. Est-ce qu'on a la logistique nécessaire? Voilà, si tous ces éléments sont réunis, on a accès aux TIC et ça facilite vraiment les études. Et c'est comme il a cité, hein, imaginons, vous êtes dans une classe. L'enseignant rentre, il donne le cours de façon magistrale du début jusqu'à la fin. C'est difficile que certains ne dorment pas, que certains ne soient pas ennuyants, ainsi de suite. Mais lorsque c'est accompagné des TIC, tels que des projections vidéo, tels que des examens, même si c'est des sons à écouter, etc., bon, ça permet d'éveiller les élèves. Donc, c'est attractif, c'est moins ennuyant et l'élève mémorise facilement. Je prends un exemple en géographie où l'enseignant apprend aux élèves la différence entre une colline, une butte, une montagne, un plateau, une plaine. Bon, c'est des termes. L'enfant n'a jamais vu. Il ne sait pas. Il est obligé de mémoriser ces éléments. Donc, il va prendre le temps nécessaire pour mémoriser ce qu'il a entendu, quelle que soit l'explication. Mais si on projette, d'abord, si on fait une sortie de terrain, c'est l'idéal pour visiter, lui montrer tous ces éléments. À défaut, si on projette et l'élève voit dans la vidéo, voici une montagne en image, voici une colline, voici une butte, voici un plateau, voici une plaine. Donc, il a mémorisé automatiquement. Donc, ça facilite la mémorisation. Mais si l'élève ne connaît pas la chose, n'a pas touché la chose, n'a pas vu la chose, il mémorise très difficilement. Donc, les TIC permettent une mémorisation facile parce que le cours est attractif, le cours est compréhensif en ce moment. Et en plus, les TIC permettent également l'autodidactie. Vous voyez qu'il y a certains qui peuvent développer des compétences sans un enseignant. Voilà, il y a certains qui arrivent à parler une langue tout seul. Parce que tout simplement, il a utilisé donc des applications dans les ordinateurs, des applications éducatives qu'il a étudiées. Et c'est même l'exemple qu'il a donné, des exercices. Donc, ça facilite actuellement, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle et bien d'autres. On peut avoir les exercices, on peut avoir les corrigés. Donc, je me rappelle à notre temps, quand on vous donne un exercice de PC, d'abord, pour avoir l'exercice même, c'est le maître, celui qui a l'exercice. Parce que c'est lui, celui qui a les livres. Personne ne peut avoir les livres. Parce que ça n'existe même pas comme cela. Ce n'est pas à la portée. Et s'il donne un exercice, vous êtes obligé de traiter l'exercice. Même si quelque chose vous bloque, si ce n'est pas l'enseignant seul qui peut vous débloquer. Donc vous êtes bloqué et puis vous ne pouvez pas avancer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quel que soit l'exercice, il suffit seulement de savoir l'utiliser. Il ne faut pas être un paresseux qui consiste pour juste savoir les réponses. Non? On peut effectivement essayer, mais s'il y a un blocage, facilement avec les TIC, on peut être débloqué et on continue les travaux. On peut être en avance, même les leçons, il suffit, puisqu'il y a un programme qu'on donne. On peut faire des recherches sur les programmes et puis être en avance sur les autres. Donc, de ce point de vue, les TIC facilitent beaucoup les études et ça rend encore plus intelligent lorsqu'on va s'adonner à ça, au lieu donc de donner à d'autres choses moins bénéfiques que les TIC aussi nous présentent. D'accord. Vous avez parlé ici de l'autodidactie. Ça m'amène quand même à poser cette question. Est-ce que l'outil numérique favorise le développement de l'autonomie et de la persévérance? Tout à fait. Parce que c'est comme on l'a dit. Par exemple, l'autodidactie, ça c'est une autonomie. Voilà, c'est une autonomie et ça existe dans tous les domaines. Donc, on peut apprendre partout sans... Je connais, nous sommes un peu dans le domaine de la savonnerie. On apprend comment fabriquer des savons. Et actuellement, on peut même ne pas aller se former et puis fabriquer du savon si on sait utiliser les TIC. Donc, on peut être à la maison sans suivre une formation et puis faire des recherches pour fabriquer du savon liquide. On peut avoir des soucis même dans la fabrication et à travers les TIC, on peut être débloqué. Donc, ça, c'est une autonomie. Et en plus, les savoirs qu'on donne classiquement n'est pas suffisant. C'est juste comment dirais-je,
l'essentiel qu'on vous donne. C'est à vous de compléter. Et c'est ce complément qui vous rend autonome. Si on prend les domaines religieux, quelqu'un peut être docteur, on peut avoir des docteurs, on peut avoir des titulaires, des masters, etc., mais qui n'ont pas les mêmes niveaux du savoir. Parce que l'autre là, c'est renforcé dans les autres, dans les outils d'apprentissage et autres, ou bien dans la lecture et autres. Mais l'autre là, s'est contenté de l'essentiel qu'on lui donne. Donc, ce qu'on nous donne, même si c'est une formation que vous suivez, ça ne peut pas être tout donné. On vous donne seulement l'essentiel. Mais c'est à vous maintenant, dans la persévérance, vous allez découvrir d'autres choses et c'est une créativité en même temps pour vous. C'est pas une découverte parce que ça existe, mais il faut aller trouver là où ça existe et puis emmagasiner et c'est une connaissance. Donc, ça rend vraiment autonome et ça permet de compléter de façon énorme ce qu'on a, le peu qu'on a. D'accord. Alors, cher Wermi, alors, vous êtes d'accord aussi que l'outil numérique favorise le développement de l'autonomie et de la persévérance? Bien sûr. En la matière, il y a plusieurs exemples. Voilà, je sais que même quand on prend le milieu scolaire, quand vous êtes en classe et que l'enseignant donne des explications, bon, comme vous n'enregistrez pas, certaines explications peuvent vous échapper, soit par une négligence, ou bien par le bavardage de certains, ou bien le sommeil, ou bien même l'enseignant peut ne pas avoir la carrure facile d'explication. Donc, puisque pour enseigner, au niveau de la pédagogie, il ne suffit pas de connaître seulement, il faut savoir transmettre le message. Voilà, l'enseignant peut avoir cette aptitude-là, mais pour une certaine thématique, il peut peut-être être trébuché. Mais vous voyez que pour celui qui a au moins un certain niveau intellectuel, s'il est en face du TIC, tout ce qu'il veut, il peut l'apprendre. Il suffit de t'y prendre seulement. Quand je prends des exemples simples, et par exemple les exercices de mathématiques, les intégrales, par exemple les probabilités et autres là. Si vous ne maîtrisez pas et que vous voyez que malgré les explications c'est un peu compliqué chez vous, il suffit d'entrer dans certains moteurs de recherche, notamment Google ou autres, même par exemple YouTube, vous lancez seulement explication de la fonction logarithme népérienne peut-être, ou bien de la fonction fn, la fonction, donc plusieurs fonctions. Vous donnez la fonction que vous voulez seulement. Automatiquement, vous allez avoir un enseignant qui avait déjà enregistré une vidéo avec une explication très simple. Puis sur la matière d'enseignement, il y a des gens qui ont cette capacité de donner une petite explication. Ça veut dire, les cours qu'on peut enseigner en une seule journée là, lui il peut vous résumer ça en 1 heure, il vous donne et vous avez toute la capacité possible. Donc ça permet de beaucoup développer beaucoup d'aptitudes en termes d'autonomie au niveau bien sûr de celui qui vient apprendre et celui qui s'y maîtrise quoi. Voilà. D'accord. De nos jours, on constate que grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment, qui s'expriment souvent à travers des injures. Et surtout, les musulmans sont souvent visés. Voilà, ces derniers temps, on le constate très bien. Alors, mais ce sont les réseaux sociaux qui peut-être ont favorisé cela. D'abord, et nous allons voir comment est-ce que vous appréciez la réaction des autorités islamiques face à cette situation-là. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment d'actualité actuellement. C'est que nous savons le tempo un peu chauffé par cette histoire d'injures de tout part, voilà, d'injures qui sont adressées à l'encontre des leaders religieux, des leaders coutumiers, de tout type de leaders seulement qu'on insulte forcément. Même les sabotages avec l'intelligence artificielle. Oui. On peut monter. Voilà. Des vidéos ou des photos comme ça. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'envers du décor. Voilà, c'est la partie noire, en tout cas, et entre guillemets nauséabonde de la partie des réseaux sociaux, qui est mal utilisée en tout cas. Bon, par rapport aux réactions des autorités islamiques, moi je dirais que j'ai une vision un peu chose qui est un peu personnelle. Parce que quand on parle d'autorité islamique, moi je vois les leaders religieux, notamment les savants. Voilà, puisqu'on sait qu'en matière de religion, même si on dit qu'on a un président, on a de temps, on a un secrétaire général, en tout cas, ce que les gens écoutent, en tout cas, c'est les savants. Pour ce qui est des savants, en tout cas, on sait que dans la plupart de leurs prêches, ça les sort.
Voilà, ça ressort et ils font, en tout cas, ils donnent leur vision par rapport à ça, ils donnent des conseils à la jeunesse. Mais bon, au niveau, en tout cas, des bureaux, présidences et autres, jusqu'à présent, peut-être que c'est moi, je lis pas bien. Je vois pas une condamnation aussi ferme que ça. Voilà, alors que actuellement où on est, il y a certaines choses, on ne doit pas laisser carrément les rumeurs là prendre l'ampleur. Voilà, si les autorités, si en tout cas nos responsables religieux en tant que président de l'association et autres, s'ils font des sorties, ça va beaucoup désamorcer certaines choses. Voilà, il faut dire que, hormis ça maintenant, pour les jeunes, pour ceux qui font ça, et en fait quand on est un jeune, à un certain âge, on ressemble un peu, l'adolescence, on ressemble un peu à un fou. Voilà, on ressemble un peu à un fou. Mais il faut avoir des vieilles personnes ou bien des personnes sages qui vont à chaque fois conseiller ces jeunes-là. Sinon, au-delà même de la question religieuse, en tant que jeune, il y a des agissements qu'on peut faire qui vont compromettre tout ton avenir. Il y a des publications que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux qui vont compromettre tout ton avenir. Voilà. Puisque tout ce que nous mettons là, ça reste. C'est pas par exemple comme dans un grain, on s'assoit, on cause, moi je dis ce que je veux et puis je m'élève. C'est celui qui a la mémoire d'éléphant qui peut peut-être la mémoriser. Sinon, en temps, peut-être comme les gens vont oublier carrément. Mais au niveau des réseaux sociaux, tout ce qu'on dit reste. Tu vas devenir vieux. Et déjà, même si peut-être à un certain niveau, si on leur donne les vidéos qu'ils ont faites, ils vont couler des larmes. Voilà. Donc je me dis ici que il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que soit il faut dire quelque chose de bon ou il faut te taire. Donc je pense qu'au niveau de la jeunesse, les gens ont manqué d'une éducation à ce niveau, quoi. Voilà, il faut savoir que c'est pas tout on dit. Voilà, c'est pas tout ce qu'on a dans le cœur comme rancœur, comme difficulté qu'on donne. Et il faut savoir aussi qu'on peut être contre quelqu'un aujourd'hui et demain ça va être ton ami. Comme on peut avoir un ami aujourd'hui et demain ça va être entre guillemets ton ennemi. Donc en tant que jeune, il faut savoir t'y prendre et savoir en tout cas joser tout pour éviter de déverser tout en tout cas sur la toile. Voilà. Et ça j'allais prendre un verset du Coran où Allah dit Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Si j'ai bien prononcé le verset bien sûr. Ça veut dire tout ce que nous faisons va être comptabilisé. Mais surtout au niveau des réseaux sociaux, ça ne va pas se comptabiliser simplement comme ça. Regardez les partages. Ça veut dire que si vous écoutez peut-être une intervention qui est mauvaise, pourquoi partager ça? Pourquoi liker? Pourquoi commenter? Des fois, même, je vois même des gens même qui veulent commenter même pour discréditer. Mais des fois, quand vous commentez, vous donnez plus de visibilité à la personne. Par exemple, quelqu'un qui fait une mauvaise vidéo, vous rentrez, vous voyez que c'est pas bon, il insulte quelqu'un, vous venez vous commenter peut-être pour dénigrer la personne. Du moment que vous avez commenté, tous ceux qui vous suivent, en tout cas, vous voyez maintenant, sont en train de suivre encore la vidéo là. Donc vous facilitez encore la propagation de ces vidéos là, quoi. Donc vraiment au niveau des leaders religieux, on les attend beaucoup, voilà, avec des condamnations fermes et des actions concrètes. Il y a des choses, c'est pas une condamnation simple, puisque comme la justice est là, la justice peut s'auto-saisir certainement, mais aussi, je pense que les autorités musulmanes peuvent aussi porter plainte par rapport à un certain nombre d'agissements. Voilà, c'est les laisser aller là des fois qui nous, puisqu'on a l'habitude de se dire tout que c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Mais si on arrive à situer les responsabilités des fois, ça permettra un peu de calmer certains entre guillemets, certains fous, quoi. D'accord. Et docteur, à un certain moment, on a vu la Fédération des associations islamiques du Burkina, qui est la fêtière des associations islamiques du Burkina, qui avait quand même mis une commission en place, une commission qui devait se charger, voilà, de cette question-là. Voilà, pour ceux qui viendront à injurier nos responsables religieux, en tout cas, ou une quelconque association islamique, alors sera en tout cas poursuivi. Et est-ce que jusqu'à présent, vous pensez que, avez-vous connaissance de quelques réactions qui montrent qu'il y a eu un travail qui est fait? Effectivement, on a tous suivi la mise en place de cette commission et on était tous contents parce que on a vu ça comme une évolution au niveau donc, de la FAIB. C'est vrai, la FAIB c'est la structure fêtière musulmane. Et sa présence, son existence est nécessaire, incontournable d'ailleurs. Et nous devrons prier pour que cette fêtière la reste, mais qu'elle s'améliore. Voilà, et le fait de mettre des commissions pareilles, c'est des signes qui montrent qu'elle est en train donc de s'améliorer. Mais bon, spécifiquement pour cette commission, moi personnellement, bon, je n'ai pas vu des actions concrètes. Pourtant, la raison pour laquelle elle a été mise en place, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais
et on n'a pas vu des actions concrètes, puisque c'est pour éviter les discours. Bon, au contraire, on dirait même c'est pour sanctionner eux-mêmes. Voilà, parce que bon, si la commission doit poursuivre des prêcheurs seulement, alors que les gens font de n'importe quoi dans les réseaux sociaux, moi je pense que c'est eux qu'on doit poursuivre. Voilà, c'est eux qu'on doit poursuivre le plus. Mais on a vu plusieurs caricatures, on a vu plusieurs insultes, on a vu plusieurs injures sur des leaders religieux au Burkina Faso ici, mais on n'a pas vu des réactions concrètes. Donc c'est pour dire qu'il reste encore du travail à faire pour cette commission. Non, moi personnellement, quand j'ai vu la configuration de la commission et les responsables concernés, bon, j'ai vu que ça ne pouvait pas aller. Voilà, parce que, bon, si vous voyez tous ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui n'ont pas le temps, c'est des prêcheurs qui n'ont même pas le temps de suivre les réseaux sociaux. Pourtant, il faut, et ça, ce sont des domaines techniques, des technocrates. Voilà pourquoi la FAIB doit miser sur la mise en place des comités de réflexion avec des domaines bien précis. Par exemple, pour la veille citoyenne au niveau des réseaux sociaux, il faut un comité de spécialistes. Des spécialistes en informatique, des informaticiens, ainsi de suite. Voilà, des juristes. S'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, ils peuvent déjà voir aussi des plans juridiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, si la personne est condamnable, on peut passer par des méthodes passives jusqu'à la méthode active. On peut commencer à sensibiliser, on peut interpeller l'intéressé, on peut lui demander de venir s'excuser ou bien s'excuser publiquement. Et si tout ça, ça ne passe pas, on passe à la poursuite judiciaire. Donc, c'est pour dire qu'il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça seulement qui est malade. Mais la plupart des personnes qui sont dans cette commission, en tout cas, ce que moi j'ai vu, ce que moi je connais, c'est des prêcheurs qui n'ont même pas le temps pour ce travail-là. Et en plus, par exemple, si on prend le domaine de l'éducation, il faut un secrétariat permanent constitué donc d'un comité de spécialistes en éducation qui vont proposer des projets pour l'éducation islamique, ainsi de suite. Mais bon, lorsque ce n'est pas le cas, c'est un peu compliqué. Et je pense que la fêtière gagnerait à être encore plus proactive. Sinon, actuellement, bon, on voit qu'elle est simplement réactive. C'est quand il y a un problème, bon, et que le ton est donné donc depuis la base, que ça commence à prendre des actions, à prendre des mesures et poser des actions concrètes. Mais ça ne devait pas être le cas. On a vu des associations ici, des fêtières ici. Quand il y a quelque chose, seulement, avant même que la base donne le ton, il y a un communiqué qui sort, qui condamne déjà, voire même qui poursuit déjà. Mais à notre niveau, pour le moment en tout cas, ce n'est pas le cas. Et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse parce que c'est cette passivité-là qui donne du courage aux gens de continuer. Voilà. Si on voit ce qui se passe actuellement, c'est vraiment déplorable. Et justement, est-ce que cette attitude-là n'amène pas à penser que la décision a été prise, la commission a été mise en place sous la pression, voilà, des peut-être populaires? Voilà, je dirais ça comme ça, peut-être des musulmans et peut-être aussi, on n'en sait jamais, peut-être des autorités aussi. Non, bon, personnellement, au moment où on mettait en place cette commission, j'ai remarqué que dans les réseaux sociaux, il y a certains frères, musulmans aussi, voilà, bon, c'est comme si c'est des luttes idéologiques entre musulmans. Et c'est suite à ça que la commission est née. Ça veut dire que ce n'est pas pour résoudre réellement les problèmes dont nous parlons. C'est parce qu'entre musulmans, il y a des questions, des luttes intestines, et on a mis en place cette commission. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Actuellement, des non-musulmans, et même ils ont connaissance des lois du pays, en vigueur du pays, mais ils transgressent. Et c'est silencieux. Le gouvernement ne va pas venir lutter à notre place. C'est à nous de lutter, c'est à nous de poser plainte. Sinon, le gouvernement ne peut pas. Même si le gouvernement a la volonté. Comment? Alors qu'il y a une fêtière. Mais il faudra que cette fêtière s'entende et s'oriente vers des projets concrets. Sinon, je vois qu'on est toujours dans cette lutte idéologique-là, alors qu'on devrait dépasser ça. La fêtière, c'est des projets de société pour l'islam. Si telle structure qui est dans la fêtière est en train de poser un acte qui est utile pour l'islam, il faut soutenir. C'est pas parce que c'est cette structure, mais on a l'impression que c'est cela.
Parce que, bon, dans la fêtière, telle association ou telle structure pose un acte, on est contre, entre nous-mêmes d'abord. On ne regarde pas la portée d'utilité pour l'islam. Mais c'est ça. Si entre nous-mêmes, on n'arrive pas à se gérer, comment on peut gérer ceux qui sont externes donc, à l'islam? Donc, je pense que la fédération doit être encore plus proactive. Mais il faut qu'elle travaille à mettre en place des comités avec des spécialistes des domaines pour mieux travailler. Sinon, à l'étape actuelle, elle doit s'améliorer davantage. D'accord. Chez Oueribi, le fait que cette commission soit inactive, est-ce que ça n'amène pas effectivement, comme je l'ai dit, à penser que c'est sous la pression, voilà, que la commission a été mise en place, mais pas parce qu'ils veulent vraiment, en tout cas, travailler pour résoudre le problème? Bon, en tout cas, puisque à tout point de vue, ça dépend du référentiel. Hein. Voilà, puisque nous on peut dire que la commission ne fait presque rien. Voilà, et donc ils font beaucoup de choses, certainement. Ils ont dit, voilà, ils font des réunions, ils font des essais pour voir un peu le résultat. Donc c'est un peu compliqué. Bon, il y a des choses où ça, normalement la décision doit venir de l'interne. Hein. Voilà, la décision doit venir de l'interne. Ça veut dire que c'est la fêtière qui doit voir, voici les problèmes qu'on a, quelle est la solution qu'on doit apporter à ces problèmes-là. Et si toutefois ils disent maintenant que la solution c'est de mettre un sous-comité en place ou un comité qui va gérer ça, normalement en tout cas c'est la meilleure. Sinon, quand on a tous vu la mise en place de ces comités, vraiment on était totalement contents. On voyait qu'on allait trouver des solutions à nos problèmes là. Voilà, mais à l'état actuel vraiment il y a un revirement pas possible de la situation. Je me dis même à l'état où ils mettaient ça en place, même est-ce que c'était aussi pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc bon, il faudrait qu'il en tout cas il révélote encore. C'est comme ce que le docteur l'a dit là, puisque les leaders qui sont dans ces comités-là, ce sont, puisque nous, en tant que musulmans, on ne voit pas quelqu'un qui est plus grand que nos leaders religieux là. Voilà, nos stars qui font la dawa et autres là, en tout cas, sont des gens qu'on encourage, qu'on considère très bien à leur valeur, à leur juste valeur, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour ces gens-là d'être à chaque fois avec la tablette en train de fouiller, voir qui dit quoi sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être serait mieux que ce soit des jeunes qui sont accros au téléphone, voilà, et ils peuvent résoudre les problèmes là, quoi. Peut-être c'est à ce niveau-là aussi qu'ils vont peut-être revoir à leur niveau, quoi. Voilà. D'accord. Alors, cher Oueribi, et si on n'arrive pas quand même à contrôler l'attitude des jeunes, que ce soit des garçons ou des filles, parce que vous l'avez dit ici, le comportement qu'ils ont sur les réseaux sociaux, souvent ça reste. C'est ça. Ça reste. On voit parfois même des jeunes filles qui avaient eu des trucs, des choses à faire sur les réseaux sociaux et à la longue. Après le mariage, ça joue très rapidement sur le mariage. C'est ça. Mais à qui la faute? À qui peut-on attribuer la faute? Bon, en fait, la faute là, elle est partagée. Hein. La faute incombe premièrement aux parents, mais elle incombe en grande partie à l'autorité étatique. Mais je sais qu'il y a des pays où les contenus que nous avons ici ne passent pas. Personnellement, si moi je pouvais donner ma voix et que ma voix allait porter, il y a des sites web même qu'on doit censurer au Burkina. On ne doit pas dire que c'est à du tout, mais c'est quoi, on censure totalement. Puisque, par exemple, actuellement, vous regardez la ferveur qu'on a actuellement sur le fait de revenir à nos ressources, là, avec ce qu'on a actuellement là. Il y a certaines choses qu'on doit avoir sur le plan numérique là. Il y a certains contenus qui doivent pas passer. Quand vous ouvrez par exemple TikTok ou WhatsApp, quand vous regardez ce que WhatsApp ça va, TikTok ou bien Facebook, ce que vous voyez qui est là-bas là, on ne peut pas admettre que des enfants qu'on dise des Burkimbi puissent faire ça. Voilà. Donc la faute au niveau de l'État, puisque si on laisse tout accessible, les jeunes ne peuvent que regarder. Voilà, ils peuvent que faire ce qu'ils veulent. Par exemple, on parle de créateurs de contenu, où ça c'est monétisé. Parce que quand les gens regardent un peu les tendances là, s'il y a des vidéos où il y a des filles qui sont à moitié nues, elles sont plus vues que lorsque quelqu'un présente de la technologie. Si vous venez avec votre bouteille d'eau, vous faites la décomposition de l'eau, l'électrolyse de l'eau pour faire trouver peut-être de l'hydrogène vert ici pour faire une production, vous allez voir peut-être qu'en une journée, vous pouvez voir peut-être 50 vues. Mais s'il y a une fille qui vient s'arrêter avec tout son posturel, elle fait des mouvements, en quelques 30-40 minutes, elle a peut-être 1 million de vues. Donc tout ça... On avait un jeune qui faisait ça sur les réseaux sociaux, qui faisait danser les filles de différents pays. C'est comme ça. Et il était vraiment... Pour avoir des vues, il doit de l'argent. Voilà. Donc au niveau de l'État doit travailler beaucoup, certes, mais il doit retravailler beaucoup sur les contenus qui sont acceptés dans nos pays là. Il sait que peut-être en Chine ou bien en Corée ou autre, ou même en Russie même, il y a des contenus qui ne peuvent même pas passer. Tu mets dans ton téléphone, ça ne passe même pas. Donc le problème est réglé. Maintenant au niveau des parents, les parents doivent en tout cas éduquer beaucoup les enfants là.
Un jeune, c'est comme ce que je l'ai dit, et un jeune a une partie de lui où il est véritablement quelqu'un qui est déréglé. S'il n'a pas ses parents à côté à chaque fois, forcément là, il n'est pas dans les décors. Mais les parents peut-être peuvent avoir des concertations avec les enfants, les montrer la portée, les inconvénients qu'on a. Regardez même sur tous ceux qui sont des élèves. Hein. Il y a des entretiens d'embauche où c'est des commentaires qui ont gâté l'entretien. Voilà. Par exemple, moi qui suis chef d'entreprise, moi je ne me permettrais pas de prendre peut-être quelqu'un qui se permet d'insulter les mamans des gens sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, en tout cas, il y a des injures même quand même j'attends. C'est même pas insulter la maman. Il y a des formes d'injures quand tu regardes. La personne. Oui, c'est ça. Moi, je me dis qu'actuellement, même quand on regarde, quand l'État veut faire des enquêtes de moralité là-haut, il n'a plus besoin encore d'aller quelque part. Il suffit de suivre les pages là. Quand vous regardez les différents commentaires que les gars font, les publications qu'il fait, vous avez déjà une vue d'ensemble sur toute sa personnalité. Donc, il faut que les jeunes, les enfants, nous, en tant que jeunes, ceux qui sont toujours sur le banc, qui sont en train de vouloir construire leur avenir là, il faut qu'ils sachent que un j'aime, ou bien un commentaire, ou un seul partage peut ruiner toute ta carrière. Voilà. Donc, c'est de travailler, avoir la tête sur les épaules et voir des contenus en tout cas qui puissent passer. Donc, au niveau des parents, en tout cas, la responsabilité est là, mais au niveau en tout cas de l'autorité aussi, je pense que la responsabilité n'est pas petite. D'accord, docteur. Je me rappelle qu'à la dernière émission, vous avez souligné quelque chose. Les réseaux sociaux qu'on utilise ici sont parfois utilisés dans d'autres pays, mais différemment. Alors, et là, nous voyons, comme vous l'avez dit, souvent des filles qui s'exposent, beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors, à qui peut-on attribuer la faute? Ok. La faute est attribuée à tous. C'est une responsabilité collective. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons appris l'éthique d'autres pays. Voilà, notamment les pays comme les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Russie, la Finlande, la Suède, l'Estonie, etc. Donc, c'est des pays d'Europe et de l'Amérique et aussi de l'Asie. Mais comment ils utilisent ces réseaux? Comment ils utilisent les tics qu'ils nous ont envoyés? C'est la question. Voilà, donc bon, malheureusement, à chaque fois, nous prenons et nous consommons seulement. Voilà, sans voir comment les concepteurs même consomment la chose. Donc, vous allez voir qu'effectivement, même dans ces pays, les TIC sont intégrés, pour certains pays même depuis les préscolaires. Voilà, c'est intégré, mais ils en font une utilisation responsable. Et c'est comme il a dit, cher Ouelmi, au niveau de l'État. Par exemple, j'ai un ami qui était avec nous, qui est parti en Chine. On pensait qu'on pouvait continuer les échanges avec lui, mais ça ne passait pas. Tous les réseaux qu'on utilise ici, là, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, etc., on a tenté, mais ça ne passe pas. Ils ont fait comprendre que là-bas, il n'y a pas ça. Et ils n'utilisent pas ça. Donc, c'est vrai, il parle de liberté d'expression, mais il y a des garde-fous. Il faut que ça soit mesuré. Si c'est démesuré, non, les conséquences et les dérives seront énormes. C'est comme il a dit, les réseaux sociaux, on s'expose. Et vous allez voir des gens qui font diffuser les photos de leur famille, tout. Donc, c'est des expositions où c'est en train de... Même jusqu'à la chambre. Voilà, même jusqu'à la chambre. Même le premier jour qu'on appelle ligne de miel ou bien c'est quoi là, ils font même des photos avec madame et puis ils envoient dans les réseaux sociaux. Ils font des photos de leurs enfants parce que c'est leur trésor et puis ils envoient dans les réseaux sociaux sans savoir les conséquences négatives qu'ils encourent. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment une utilisation responsable. Mais au niveau de l'État, il faut, comme il a dit, censurer et aussi restreindre. Il ne faut pas... Si vous dites que c'est bon, l'enfant clique, on dit si vous n'avez pas plus de 18 ans, il ne faut pas rentrer. Ça l'incite même à rentrer pour voir le contenu, c'est quoi. Mais il faut tout simplement qu'il tente même, il n'a pas accès. Et puis c'est fini. Je reviens un peu à l'éducation civique et morale. C'est vrai, le gouvernement est en train d'intégrer ça pour pallier ces problèmes, pour résoudre ces questions-là. Mais comment cette éducation civique et morale est intégrée? Vous voyez que ça a été du forcing au niveau donc des enseignants. Ils ont forcé un corps qui n'a pas accepté. Et bon, jusqu'à présent, c'est des difficultés. Mais c'est ça même qui devrait être notre matière principale. Actuellement, moi-même, j'enseigne la matière. Mais un coefficient faible,
et l'enfant existe pour avoir les points. Mais il faut valoriser cette matière-là. Il faut même former des gens pour cette matière et valoriser, si bien que l'élève qui n'a même pas de moyenne à cette matière-là, ça peut jouer beaucoup sur sa moyenne générale. Et même faire des travaux pratiques, ce qu'on appelle travaux dirigés, travaux pratiques là, faire ça aussi dans cette matière. Si bien qu'on peut même aller interviewer ses parents, interviewer son entourage pour voir le comportement de l'enfant. Sinon, quand c'est utilisé comme cela, c'est un peu difficile. Mais il faut que tous utilisent ça avec responsabilité et savoir que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, on fait sortir ce qu'ils ont publié dans les réseaux sociaux et ça ne les honore pas. Et d'autres, après une certaine responsabilité, on fait sortir et ça ne les honore pas. Donc, chacun n'a qu'à savoir qu'il ne reste pas là où il est, il peut évoluer. Et en évoluant, ça peut le rattraper. D'autant plus que nous sommes musulmans. Ce qu'on partage, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'encourt pas des péchés? Est-ce qu'on n'est pas en train de porter atteinte à la dignité de quelqu'un? Donc, on doit faire attention à tout ça. Et les parents aussi doivent jouer un rôle prépondérant dans ça. Puisque c'est les parents qui paient les portables donnés. Parfois, même pour s'en débarrasser, on lui donne et puis on est là calé. Donc, je pense que c'est une responsabilité que tous doivent jouer sa partition pour le bonheur de tous. D'accord. Alors, docteur, vous avez en même temps, en tout cas, donné quand même des solutions. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin? Ok. Un mot de la fin, c'est encourager tous les acteurs à prendre la question à bras le corps pour qu'ensemble, on ait des citoyens responsables, on ait des citoyens qui ont toujours leur intégrité face aux TIC. L'éthique, c'est comme on l'a dit, c'est incontournable, mais c'est à nous d'utiliser son bon côté et ne pas tomber dans les mauvais côtés. Là, on pourrait donc avoir une société responsable. Et ça, c'est à tous les niveaux. Vous allez voir que certains jeunes ont hérité ces mauvais comportements de leurs leaders. Puisque aujourd'hui, quand on parle de l'évolution, certains pensent même que c'est en incitant, c'est en injuriant qu'on parle de l'évolution. Aussi bien que lorsque dans vos discours, vous tenez un discours qui n'incite pas, qui n'injure pas, on ne vous acclame pas. Mais c'est au leader même de donner le bon exemple. On peut sensibiliser sans blesser. On peut dire la vérité sans insulter. On peut tout dire sans blesser vraiment. Donc, c'est ça qu'on veut de nos leaders même, avec toute la sagesse possible. Mais si ce n'est pas le cas, on donne même, c'est nous qui léguons les mauvais comportements à nos petits frères. Je pense que si ensemble on s'engage, on pourrait donc avoir un Burkina avec des Burkinabés responsables face à l'usage donc des TIC. Merci. Et Cheikh Werbi? Très bien. Bon, en tout cas, ce que j'allais dire, je demande en tout cas à tous ceux et celles qui utilisent les TIC là, en tant que parent, la fierté d'un parent, c'est de voir les gens colorer son fils, dire que tel enfant c'est un bon enfant et autres. Voilà. La fierté d'un enfant aussi, c'est que les gens disent que ah, ton papa là vraiment, tes parents là sont des gens qui sont responsables. Il faut que chacun sache que de par ton comportement quotidien, tu donnes la chance ou bien la parole à ceux qui vont t'écouter, te suivre là, de voir comment tes parents ont été. Donc de par nos commentaires, nos publications, nos injures, nos aimes, notre façon de naviguer sur d'utiliser l'éthique là, ça donne un peu comment est-ce que nos parents sont. Nous en tant qu'enfants, il faut que nous fassions de tout ce que nous pouvons autant que ce peut pour que nous puissions laisser une bonne information en lien avec nos parents. C'est ce que j'avais globalement comme mot d'effet. Alors, merci à la technologie de l'information et de la communication et l'éducation au Burkina Faso. C'est le thème qui a fait l'objet de nos échanges aujourd'hui dans cette émission, ce numéro de votre émission Tour d'Horizon qui a reçu comme invité cher Kassoum Werimi qui est ingénieur en énergie renouvelable et docteur Yahya Sawargo qui est enseignant. Merci à mes invités d'être toujours en tout cas présents, prompts et à vraiment à répondre à mes invitations et à nous aider quand même à donner des conseils, des idées qui sont constructives. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la télévision et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. On se donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. D'ici là, portez-vous bien sur ce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا حنان يا